Un modèle météo, ça va être un modèle qui va essayer de représenter le temps dans les prochains jours à partir de l'état actuel de l'atmosphère. Et un modèle climatique, du coup, c'est un modèle qui va intégrer toutes ces composantes en plus de l'atmosphère. Donc on va avoir un modèle qui représente l'atmosphère, un modèle qui représente les calottes glaciaires, un modèle qui représente l'océan, un modèle qui représente la végétation ou encore d'autres choses. Le modèle, c'est le tas d'équations qui est censé représenter les choses dans le monde, un système. Ça peut être le climat, ça peut être l'économie, ça peut être la population, ça peut être etc. Ça, c'est le modèle. Le modèle, il a besoin de données d'entrée. Et souvent, c'est un scénario. L'objectif principal de l'époque, c'était on stabilise la concentration. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore des modèles climatiques très développés. Et on n'avait pas encore compris que stabiliser la concentration de CO2 ne suffisait pas à stabiliser la température. Et ça, c'est important à avoir en tête, je pense. Que le narratif lui-même, à la base des scénarios, il y a déjà plusieurs façons de le projeter derrière. Ton travail, c'est de couvrir l'ensemble des possibles. C'est là-dessus où on est critiqué d'ailleurs sur les scénarios, c'est parce qu'il y en a qui disent il faudrait faire plus de scénarios pour couvrir d'autres possibles, et c'est tout à fait légitime. C'est dur de faire de la décroissance à un modèle économique à court terme. Il n'y a pas un scénario où en 2050 le monde est entièrement égalitaire, les pays du Sud n'auront pas les pays du Nord. Ouais. Donc tous les gens des pays du Sud disent les cocos, nous on s'en fout de sorte de décroissance là. En fait, nous on veut un monde où nous on n'est pas encore derrière la ramasse et où vous, dans la période future, vous n'avez pas cramé une part disproportionnée du budget carbone. C'est ce qui se passe en fait un peu de facto dans beaucoup de scénarios. On s'attend à 1.5 échelle mondiale en estimation centrale, c'est incertain à quelques années près, mais autour de 2030-2032. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Loïc Jacon. Salut, ça va bien ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Bienvenue sur le podcast Oser. Je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui pour aborder un sujet ô combien important, j'ai même envie de dire essentiel, pour tous ceux qui se préoccupent assez sérieusement de climat, puisqu'on va parler en fait de modèles et de scénarios climatiques. Alors, vous qui nous écoutez, ne fuyez pas tout de suite en entendant le thème de cet épisode, puisque on a la chance de t'avoir aujourd'hui avec nous, Loïc, et pour vulgariser justement ce sujet qui peut apparaître parfois un peu obscur, mais qui est quand même assez important quand on veut comprendre réellement qu'est-ce qu'il y a derrière la construction en fait des modèles climatiques, quelles sont les hypothèses sur les scénarios, qu'est-ce que ça veut dire de notre climat présent, des projections ou des prédictions sur le ou les climats futurs, et puis pour essayer en fait un peu de rentrer dans le code derrière finalement ce qui ressort dans les rapports du GIEC. Alors pour démarrer et avant d'entamer sur ce thème, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors rapidement, j'ai été journaliste dans une autre vie où j'étais spécialisé dans le ski. Et puis j'ai décidé comme beaucoup que c'était pas quelque chose qui était très durable et qu'il fallait que je me reconvertisse. Donc j'ai voulu switcher vers le journalisme climat. J'ai fait le master climat immédiat de Paris-Saclay. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans l'adaptation au changement climatique dans le public, au CEREMA. Et ensuite, j'ai voulu me plonger vers la recherche. Donc, j'ai tenté de faire un premier projet de thèse qui n'a pas fonctionné, mais qui était dédié un peu à notre sujet d'aujourd'hui sur la modélisation des inégalités et du changement climatique. Et aujourd'hui, maintenant, je suis doctorant sur un autre projet qui est assez différent sur les communs en montagne. Je crois que tes auditeurs et auditrices connaissent un peu les communs parce qu'ils ont eu quelques épisodes récemment. Oui, effectivement, et notamment avec Justine Loiseau sur comment s'organiser en commun sur la base de l'expérience de Notre-Dame-des-Landes. Oui, et puis tu fais aussi de la vulgarisation scientifique à côté, si je dis pas de bêtises, puisque tu as un site ou un blog, je sais pas comment est-ce que tu le définis, dans lequel il y a des articles quand même très denses, très fins sur ces sujets, justement pour les comprendre, et aussi quelques apparitions sur des chaînes Twitch ou YouTube, si je dis pas de bêtises, encore une fois.
Oui, c'est vrai qu'en parallèle de ma reconversion, j'ai commencé à faire pas mal de communication climat sur mes propres réseaux sociaux. Quand c'était trop long pour faire des posts LinkedIn, j'ai commencé à vouloir ouvrir un blog. Quand je commençais à écrire des articles, c'était souvent très très long. Et puis j'ai collaboré, ça fait déjà pas mal d'années maintenant, au moins 3 ou 4 ans que j'ai aidé Rodolphe Meyer, donc le réveilleur, sur les scripts de ses vidéos, c'est-à-dire que je relisais le script et je faisais des commentaires, des retours. Et puis on a collaboré un peu plus ces 2 dernières années. Je l'ai aidé à écrire certains scripts. Et puis il m'a proposé de faire un peu de l'actu climat sur Twitch l'année dernière. J'ai tenu 6 mois. Après j'ai le rythme, j'ai pas réussi à tout faire, donc j'ai arrêté. Mais je continue de collaborer avec lui sur des projets de long terme, notamment d'écriture de scripts à nouveau. Et puis, je donne aussi des cours, et je le dis parce que je donne des cours dans le master Strategy and Design for the Anthropocene, qui est dirigé par Alexandre Monin. Et une partie des choses dont on va parler aujourd'hui, ça vient de ce que j'ai préparé pour un cours que je donne là-bas sur les projections climatiques. Des étudiants qui ont beaucoup de chance. Je te remercie pour cette introduction, Loïc. Je te propose qu'on rentre directement dans le dur du sujet pour parler modéliser le climat. Déjà, peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour modéliser le climat? Qu'est-ce que ça veut dire modéliser le climat? Ouais, c'est une question compliquée. Donc moi, je suis pas modélisateur en soi. Je connais un peu les modèles et je connais même peut-être plus les côtés du modèle économique que le modèle climatique. Mais j'ai pas mal travaillé avec des gens qui sont les mains dans le cambouis des modèles. Et comme je fais de la vulga, je suis pas trop mauvais à essayer d'expliquer un peu ce qui s'y passe. Je pense que c'est pour ça que tu m'as choisi pour ça. Tout à fait. Moi, je différencierais quand on dit de modéliser le climat, et on sous-entend souvent modéliser le climat futur. Je différencie deux grandes choses, qui est d'une part modéliser le climat au sens physique, et d'autre part modéliser l'évolution des facteurs de changement du climat. Et donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les scénarios, et c'est des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, pour modéliser le climat futur, il te faut obligatoirement des drivers, des facteurs de changement du climat. Et en l'occurrence, les gaz à effet de serre et les aérosols émis par les sociétés humaines actuellement. Donc n'importe quel modélisateur du climat, il va avoir besoin de données d'entrée pour dire à son modèle, voilà, les choses qui font bouger le climat et qui le font évoluer, c'est ça. Et lui, par exemple, s'il est modélisateur du climat, il va travailler sur un modèle de climat avec de la physique, au sens d'équations physiques qui représentent les différentes composantes du climat. Et il aura besoin du travail d'autres personnes qui sont pas modélisateurs du climat, mais qui sont spécialistes de l'évolution des sociétés et qui, eux ou elles, auront fait les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qu'on utilise dans les modèles de climat. Donc là, on a les deux grandes catégories qui me semblent importantes de comprendre sous différents postulats. Mais comme ils savent pas comment les sociétés vont évoluer, ils se reposent sur le travail de tout un ensemble d'autres champs de recherche qui, cumulés, arrivent à faire des scénarios d'évolution des sociétés. Et à partir de des scénarios d'évolution des sociétés, on fait des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre que eux, on met directement dans un modèle de climat. Donc un modèle de climat, son entrée, ses inputs, c'est l'évolution des facteurs qui font changer le climat, les gaz à effet de serre, les aérosols côté humain, mais aussi l'évolution de l'orbite terrestre si tu projettes à très long terme, les évolutions des océans, les évolutions des calottes glaciaires, les évolutions etc. Tu as besoin de tout ça en données d'entrée pour ensuite faire tourner le modèle. Donc là, c'est vrai qu'on aurait dû le préciser dès le début, mais on parle de modèles mathématiques, dans tout le podcast là. Parce qu'il y a en sciences humaines et sociales, on a des modèles qui sont pas des modèles mathématiques, ça existe aussi. Mais là, ce soir, on parle des modèles avec des équations, et donc on a des équations qui représentent la structure du système qu'on étudie, des données d'entrée, des données de sortie qu'on analyse, et qu'on interprète en fonction de ce qu'on a voulu chercher, ce qu'on a voulu trouver, et de la façon dont on a fait le modèle et les postulats qu'on y a mis. Petite question avant de s'intéresser à peut-être la dynamique en fait de ces modèles et de ces scénarios pour comprendre un petit peu les évolutions, les liens, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on modélise déjà le climat actuel? Parce qu'en fait, ça peut paraître assez confus aussi. Je veux dire, déjà, c'est difficile pour certaines personnes de faire la différence entre la météo et le climat. Enfin, quand je dis pour certaines personnes, c'est juste des gens qui ne sont pas initiés et qui n'ont pas eu la chance d'apprendre sur ce sujet. Mais derrière, ensuite, modéliser le climat en soi, le climat actuel. Comment est-ce qu'on est capable de faire ça? Comment est-ce que on comprend en fait les interactions entre les différents sous-systèmes climatiques et quels sont ces sous-systèmes? C'est une question assez compliquée. En fait, là, ça demanderait de différencier les modèles de météo et les modèles de climat. Okay. On s'éloigne un petit peu de mon expertise, mais je peux répondre rapidement et de manière générale et peut-être faire hurler quelques-uns sur des détails, mais ce sera pas très grave pour la compréhension, je pense, des auditeurs. Un modèle météo, ça va être un
un modèle qui va essayer de représenter le temps dans les prochains jours à partir de l'état actuel de l'atmosphère. Donc tu as un modèle mathématique qui représente toute la surface terrestre avec des cubes. Il faut s'imaginer que l'atmosphère est divisée en cubes, avec des cubes près du sol, des cubes à plus haute altitude, etc. Et dans chaque cube, on appelle ça une maille en fait dans un modèle, tu as une donnée. Une donnée de précipitation, ou une donnée de vent, ou une donnée de température, etc. Et cette donnée, elle est régie par des équations. Et en fait, tu donnes au modèle un état initial. Et ensuite, tu le fais tourner. C'est-à-dire que tu lui as donné, il y a des drivers qui vont faire changer les choses, il y a des choses qui vont se dérouler toutes seules, il y aura des processus qui vont s'amorcer. Et tu le fais tourner, et puis tu obtiens des résultats, et tu vois au bout d'un certain temps ce qui se passe. Et le modèle météo, typiquement, la grande différence entre un modèle météo, c'est que le modèle météo va représenter essentiellement l'atmosphère. Parce que les autres composantes du système climatique, que sont notamment la végétation, les océans, les caps glaciaires, et même dans certains cas la croûte terrestre, si on va sur des trains très 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 longs, aux échelles qui nous intéressent pour faire un modèle météo, ils n'agissent pas suffisamment. Et un modèle climatique, du coup, c'est un modèle qui va intégrer toutes ces composantes, en plus de l'atmosphère. Donc on va avoir un modèle qui représente l'atmosphère, un modèle qui représente les caps glaciaires, un modèle qui représente l'océan, un modèle qui représente la végétation, ou encore d'autres choses. Et on couple tous ces modèles ensemble, et là on obtient ce qu'on appelle un gros modèle de climat. Global Circulation Model, il y a un autre cycle que j'ai plus sous la langue tout de suite, mais... Et un modèle de climat, par contre, lui, il va avoir plutôt tendance, qui va fonctionner un peu comme modèle météo, mais il va nous donner des résultats très variés à chaque fois qu'on fait tourner avec les mêmes forçages. Donc c'est-à-dire tu prends ton état initial, le même, tu lui mets des forçages de gaz à effet de serre, d'aérosol, etc. Tu le fais tourner, et en 2038, si tu le fais tourner 6 fois, il n'aura pas la même chose en 2038. Donc après, tu as besoin de faire tourner ton modèle plusieurs fois et un paquet de fois pour avoir à peu près une projection climatique qui commence à te donner une tendance précise. Parce que, essentiellement, ce qui fait qu'en 2038, il n'y a pas la même température à tel endroit, c'est la variabilité naturelle du climat. Et pour pouvoir voir comment ton forçage, ton gaz à effet de serre, enfin tes gaz à effet de serre typiquement, ils ont fait évoluer ton climat, il faut que tu annihiles un peu l'effet de la variabilité climatique, donc tu vas le faire tourner beaucoup de fois. Et puis aussi, pour tester ton modèle, tu fais la même chose. C'est ce que j'allais te demander. Je disais, en fait, ça a l'air tellement compliqué. Comment est-ce qu'on peut vérifier, en fait, enfin, et qui vérifie ça d'ailleurs, la pertinence des modèles, puisque En fait, il faut s'imaginer que ces énormes machines, il y a une communauté de recherche spécifique derrière chaque composante. Typiquement, il y a une communauté qui est spécialisée sur la modélisation de la cryosphère, donc les surfaces glacées. Il y en a qui sont spécialisés sur le cycle du carbone. Et là-dedans, il y en a qui sont spécialisés sur les forêts, d'autres sur les tourbières, d'autres sur les permafrost. Et à chaque fois, ces gens-là, ils essaient de voir comment ces choses évoluent dans le vrai monde et de les représenter par des équations. Et ensuite, on assemble la grosse boîte et on la fait tourner et on voit ce qui se passe. Et la complexité de la modélisation, c'est que des fois, quand tu fais tourner et qu'il se passe un truc, tu sais pas exactement ce qui, dans l'énorme complexité de ton modèle, l'a provoqué. Des fois, ça marche pas et tu sais pas pourquoi. Des fois, donc là, il faut analyser, essayer de trouver, changer des choses, rajuster jusqu'à ce que tu comprennes ce qui s'y passe. En fait, en changeant les postulats ou en changeant la façon dont tu as agencé les boîtes dans ton modèle, tu sais un peu ce que tu fais et puis quand tu fais tourner, à la fin, tu comprends peut-être d'où vient la chose. Pas forcément le cas, mais... Et inversement, tu peux avoir un modèle qui te donne un résultat probant, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on les fait tourner en arrière, les modèles climatiques. Ce que j'allais te demander, c'est ça, c'est pour valider qu'en fait ils suivent bien l'évolution observée dans le passé. Exactement. Okay. Il y a plusieurs façons de tester les modèles climatiques. La principale et la plus simple à comprendre, c'est de les faire tourner sur le passé récent, surtout. Parce que le passé récent, on a une idée assez précise. Récent, donc c'est jusqu'à 1850 à peu près. J'aime la notion de récent. Voilà. En fait, il n'y a pas dans l'accord de Paris, il dit 1.5 par rapport à l'ère pré-industrielle. Il n'y a pas de définition précise et officielle de l'ère pré-industrielle, mais le GIEC prend 1850-1900 parce que c'est la période où on a les relevés les plus précis et fiables et robustes. Ok. On va discuter de cette période, mais en tout cas, c'est celle qui est prise par référence par le GIEC, parce que là, à partir de là, on a suffisamment de relevés de température de surface à l'époque par des thermomètres et dans les océans par les bateaux qui naviguaient, pour avoir suffisamment de robustesse sur la température qu'il y avait à l'époque. On a des incertitudes, mais on sait en faire quelque chose. Et depuis cette époque jusqu'à maintenant, on a un climat où on commence un peu à savoir faire. On a des relevés de température, on a des réanalyses, on appelle ça, c'est-à-dire qu'avec des modèles mathématiques, on comble les trous qui nous manquent. Et on a une marge d'incertitude largement suffisante pour pouvoir vérifier nos modèles climatiques. Ok. Et après, on peut aussi le faire sur le passé plus lointain. Alors, sans rentrer là-dedans, j'avais une question par rapport à qui sont en fait derrière les personnes, les organisations qui travaillent en fait sur ces modèles.
Alors, je crois pas avoir d'auditrices ou d'auditeurs climato-sceptiques ou particulièrement enclin à questionner réellement la manière dont se fabrique la science, mais bon, c'est une question qui me paraît assez légitime de comprendre qui y a derrière et comment ça fonctionne, et notamment après en relation avec le GIEC, puisque voilà, c'est quoi les interconnexions entre ces différentes institutions qui travaillent sur ces sujets. Là, pour l'instant, on parle toujours des modèles climatiques, vraiment de représenter le climat. En fait, pour chaque cycle d'évaluation du GIEC, donc le GIEC, il fonctionne avec des rapports d'évaluation tous les 7, 8 ans maintenant, quasiment. Le cycle est devenu assez long, ce qui est un problème. Et à chaque fois, on met en place un cycle d'intercomparaison des modèles. C'est-à-dire que les communautés scientifiques du monde s'organisent. Honnêtement, je connais pas assez bien de près pour savoir qui a l'initiative de ça, etc. Mais on appelle ça le CMIP, Coupled Model Intercomparison Project. Okay. Et pour le dernier, on était au 6e rapport d'évaluation du GIEC, c'était le CMIP 6. Et on a en fait, ça sert à uniformiser les projections climatiques. C'est-à-dire que tout bêtement, il faut que tout le monde utilise les mêmes scénarios si on veut comparer les résultats des modèles. D'accord. Donc tu as une uniformisation de la façon dont on fait les projections climatiques avec des protocoles à suivre pour ensuite envoyer les résultats dans une base de données qui va être utilisée pour faire la synthèse des résultats je sais plus combien il y a de modèles maintenant, il y en a plusieurs dizaines de gros modèles dans le monde. Il y en a peut-être une quarantaine ou une cinquantaine, et ils ont des fois des sous-divisions, donc il y a plus d'une centaine de gros modèles climatiques qui tournent pour faire un rapport comme celui du GIEC. D'accord. Ah, donc ça c'est un bon point aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modèles qui sont utilisés. Il n'y a pas un seul modèle en fait qui est utilisé par toute la communauté. Ouais. Ils ont des similarités, des fois ils ont des composants qui sont les mêmes, des fois, mais grosso modo toutes ces énormes machines sont faites par des scientifiques dans différents pôles, dans différentes universités, essentiellement dans les pays du Nord parce que ça demande beaucoup d'argent, ça demande du temps de faire tourner un modèle. J'ai un ami qui est doctorant en climatologie pour en parler, mais selon la puissance de calcul qu'on a, selon le type de modèle, on peut faire tourner un modèle sur 100 ans, ça peut prendre plusieurs semaines. Ah oui. Donc ça coûte de l'argent et ça prend du temps, ce qui explique qu'il y a tout un effort de coordination des travaux pour pouvoir pondre les projections climatiques dans un rapport du GIEC. C'est-à-dire qu'ils ont des deadlines à respecter pour envoyer leurs résultats pour après ça puisse être évalué et synthétisé. Okay, et ils ont besoin du coup de scénarios avant. On va y venir. Écoute, tu devances ma question. Je crois que sur les modèles, c'est assez clair maintenant. Et climatique, je peux juste rajouter qu'il y a donc ces gros modèles, les GCM, Global Circulation Models. On parle aussi de Earth System Models quand ils intègrent un peu plus encore de composantes, et notamment les composantes biologiques de type cycle du carbone, tout ce qui est dans l'océan et dans la végétation qui se fait à ce niveau-là. En plus, c'est encore un peu plus complexe. Et le problème, c'est que plus tu complexifies le truc, et c'est pas que tu as des résultats moins robustes, mais tu peux avoir encore plus d'incertitudes dans tes résultats. Et c'est ce qui s'est passé sur le CMIP 6, sur les rapports dans les modèles du 6e rapport du GIEC. Les résultats bruts des modèles ont encore plus d'incertitudes que dans le rapport précédent. Les résultats bruts. Par contre, les résultats évalués par le GIEC, ils ont réussi à contraindre l'incertitude parce qu'ils ont fait ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire qu'ils ont fait plein de tests avec différentes méthodologies pour pouvoir évaluer la plage la plus robuste de projection possible. Grosso modo, ils ont testé sur le passé et ils ont testé des composantes du système climatique qu'on arrive bien à comprendre comment elles fonctionnent actuellement. D'accord. Passé proche, comme je disais là, 1850, mais aussi passé plus lointain. S'ils n'arrivent pas à reproduire comme il faut la dernière période glaciaire, on a un souci. Ok. D'accord. Je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus, mais c'est un gros sujet sur lequel il y a beaucoup de recherches. Et il y avait notamment une partie des modèles qui présentaient un peu des projections avec un réchauffement très élevé. Et c'était très inquiétant, parce qu'il était beaucoup dans cette nouvelle génération de modèles. Sauf que la plupart de ces modèles, ils n'arrivent pas bien à reproduire le passé. Et dans ces modèles, on sait aussi, par contre, qu'ils ont identifié ce qui était le principal facteur de réchauffement plus fort que dans les autres modèles, qui était la façon dont ils projetaient l'évolution de nuages de basse altitude de mémoire dans une certaine latitude. Donc ils savent d'où ça vient, et maintenant ils cherchent dans les composantes des modèles, est-ce que ça se passait correctement ou pas. Si ça allait correctement, par exemple, c'est inquiétant. Ouais, c'est une très mauvaise nouvelle. Ouais, je me souviens avoir vu passer l'info là-dessus. C'est très complexe là-dessus, et il y a beaucoup de papiers qui sortent. C'est pas parce que ces modèles ne reproduisent pas correctement le passé qu'ils sont inutiles. Par exemple, il y a des choses qui peuvent reproduire mieux que d'autres. Donc, ils les ont pas exclus au sens strict, mais ils ont réussi à contraindre la projection
en comparant au passé et avec d'autres processus. Oui, parce qu'on pourrait très bien dire que face à une évolution du climat sans précédent par rapport aux données historiques qu'on a, il y a forcément des facteurs qu'on ne peut pas prendre en compte ou en tout cas qui sont peut-être subversifs par rapport à ceux dont on a les données historiques. Tout à fait. Et c'est pour ça que dans les rapports du GIEC, tu as toujours des intervalles de confiance sur les projections. On te dit, bah là, c'est cet intervalle-là, ça pourrait être au-dessus, ça pourrait être en dessous, ça prend en compte ça prend pas en compte ça, toujours. Ce qui facilite grandement la compréhension, hein, on est d'accord, c'est ouais. Sur les intervalles de confiance. Là, je pense qu'à partir du moment où tu mets l'intervalle de confiance sur les scénarios ou sur les projections, effectivement, c'est là on perd le gros des personnes, moi y compris. Mais bon, c'est normal. Je ne suis pas un scientifique du climat. Alors, pour rassurer tout le monde, même les chercheurs entre communautés, ils sont perdus des fois. C'est normal. C'est très complexe, c'est une immense machine et tout le monde ne lit pas tous les résumés de tous les rapports qu'on sort parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, c'est dur. Oui, non, oui, mais merci de le dire, c'est bien, on se sent tout de suite un peu mieux, un peu moins con. Je te propose d'aborder le sujet que tu as initié tout à l'heure, celui des scénarios et bah t'en as un petit peu parlé au début de l'entretien en fait sur la différence entre modèle et scénario. Il n'y a pas que ces deux termes en fait, il y a tout un tas de concepts différents qui parfois perdent un petit peu entre modèle, scénario, projection, prédiction, trajectoire. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point de définition et sur les différences entre ces concepts et leur utilité? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux choses qui sont mal comprises, c'est ces termes-là et leur définition, qui sont souvent mal utilisés, et l'objet global de l'exercice de projection climatique. Il y a ça, même dans la recherche, des fois, tout le monde n'a pas tout compris. Donc le modèle, c'est le tas d'équations qui est censé représenter les choses dans le monde, un système. Ça peut être le climat, ça peut être l'économie, ça peut être la population, ça peut être etc. Donc ça, c'est le modèle. Le modèle, il a besoin de données d'entrée. Et souvent, c'est un scénario, du coup. En fait, tu prends ton modèle et tu dois lui mettre des paramètres. Un modèle climatique, comme je te dis, tu veux lui mettre des gaz à effet de serre, des aérosols, etc. N'importe quel paramètre de base, on peut dire que c'est un scénario, en fait. Ok. Et un scénario, ça peut être un peu tout et n'importe quoi au final. Oui, il y a des gens qui reproduisent le climat de la planète Arrakis avec un modèle dans Dune. Donc en fait, tu mets des conditions initiales avec une planète qui ressemble à Arrakis, tu lui mets un scénario quelconque de la façon dont évolue l'atmosphère, tu fais tourner le modèle et puis tu vois ce qui se passe. C'est rigolo. Si tu as des références, je les mettrai en description. Oui, il faudra que je le retrouve dans The Conversation, cet article. Ok. C'était de la vulgarisation très intéressante, je trouvais, au moment où Dune est sorti. Ouais, non, c'est ok. Bon, pour les quelques geeks d'entre nous, voilà. Et donc un scénario, est-ce que j'ai la définition sous la main? Ouais. Donc là, moi, les définitions que je prends, c'est celles du rapport du GIEC, qui sont des définitions pas spécifiquement normatives, c'est-à-dire que le GIEC ne dit pas c'est ça la définition, mais c'est comme ça que la littérature comprend les choses à l'instant T, c'est comme ça que nous on l'utilise dans le rapport. Ce qui fait que les glossaires évoluent au fil des rapports du GIEC. Il n'y a pas de grande différence, mais il peut y avoir des petits mots qui changent parce que c'est pour être sûr qu'on ait bien compris de quoi on parle. Alors déjà, eux, ils font une distinction entre la prédiction et la projection climatique. Et ça, c'est un truc sur lequel tous les gens qui travaillent sur le sujet s'arrachent un peu les cheveux quand ils lisent les médias parce que c'est ou les autres chercheurs ou n'importe qui d'autre qui parle du climat parce que c'est souvent très confondu. Mais l'essentiel des choses dont on parle dans les médias concernant le climat futur, c'est des projections. Et c'est pas des prédictions. Une prédiction, c'est en anglais ils disent prediction ou forecast. En fait, c'est ce que tu fais avec un modèle météo. C'est que tu essaies vraiment de prédire ce qui va se passer de manière quantitative à partir d'un état initial. Tu laisses rouler le truc et tu vois ce qui se passe et tu te dis, il y a tant de pourcentage de chances que ce soit ça qui se passe. Tu essaies vraiment de prédire le futur. Et donc, un modèle météo, c'est à 5 jours assez robuste, 7 même maintenant. À 12 jours, c'est souvent n'importe quoi. Et par contre, en climat, on fait beaucoup plus souvent des projections. Et les projections, elles demandent d'inclure un scénario. C'est une simulation de la réponse du système à un forçage, à un changement des forçages, qui est donc un scénario d'émission de gaz à effet de serre et d'aérosols. Okay. Et là, du coup, l'incertitude, elle est plus la même. Il y a tout qui change dans l'exercice, en fait. Parce que tu fais pas juste tourner le truc tout seul, tu lui donnes un truc que tu veux savoir ce qui va se passer s'il se passe ça. Et en fait, c'est on appelle ça du what
if en anglais. C'est qu'est-ce qui se passe si on fait ça. Et ça, c'est des projections climatiques. Il y a un seul type de prédiction climatique qui est faite par notamment l'Organisation météorologique mondiale, c'est qu'elle essaie de savoir ce qui va se passer dans les 5 prochaines années au niveau climatique. Et grosso modo, ils prennent une hypothèse d'évolution des forçages en scénario un peu médian. Comme ça, ils se mouillent pas trop. Ils se disent pas demain on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an pendant les 5 prochaines années. Ils disent pas non plus qu'on va exploser tout. Ils continuent sur la même trajectoire. Et ils essaient de voir ce que va faire le climat sur les 5 prochaines années avec la variabilité naturelle du climat. Donc en gros, c'est grosso modo une projection sur El Niño La Niña, in fine. Et chaque année, ils mettent à jour ça. Et en fait, c'est les projections, ils appellent ça les projections, je sais plus comment, pas quinquennales, je sais plus. Mais bref, on a chaque année l'évolution possible des températures dans les prochaines années. Et depuis plusieurs années, ils nous donnent aussi une probabilité de passer 1.5 pendant un an ou pendant 5 ans. 1.5 degrés. Et chaque année, depuis maintenant, je l'ai sous les yeux d'ailleurs, 5-6 ans, la probabilité augmente. On passe 1.5 pendant une année. On était d'où l'année dernière, ça dépendait du set de données que tu regardais, mais sur les 5, il y en avait un ou deux qui passaient au-dessus d'1.5. Ça, c'est une prédiction par contre, pour le coup. Mais c'est un cas assez particulier, mais la plupart des trucs dont on parle en climat, c'est des scénarios utilisés, c'est des projections à 2050, 2070, 2100, c'est des projections, c'est pas des prédictions. D'accord. Parce que on dit au modèle, qu'est-ce qui se passe si il se passe ça, en termes de société humaine, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et quelle est l'utilité alors en fait de faire justement des scénarios comme ça qui ne cherchent pas à prédire? Eh ben, tu as 3 incertitudes principales en climat, dans ton climat futur. Enfin, disons que le climat futur, qui est une espèce de triangle, dedans l'incertitude se divise entre la variabilité naturelle du climat, où l'incertitude est forte à court terme et elle s'efface un peu à long terme. L'incertitude sur la réaction du climat, qui est plus ou moins bien représentée par la différence entre les modèles. On se dit qu'avec beaucoup de modèles qui donnent tous des résultats un peu différents, l'incertitude climatique sur la réaction du climat a une courbe donnée de gaz à effet de serre. C'est ça. Et après, le reste, c'est la différence entre l'évolution future des gaz à effet de serre. Et ça, c'est les scénarios. Donc, ils servent à représenter l'évolution future des forçages. C'est-à-dire l'évolution future des sociétés, ce qu'elles font. L'idée, quand tu fais ton exercice de projection climatique, c'est que tu veux prendre le maximum de plages possible de ce qui peut se passer. Donc tu vas faire des scénarios un peu extrêmes en émission, des scénarios un peu extrêmes en atténuation. Normalement, le futur, il est entre les deux. Où il est, personne ne sait, puisque et le climat est incertain, donc l'institut climatique, et les scénarios, on ne sait pas ce que les sociétés vont faire, et la gravité naturelle du climat s'ajoute là-dessus à court terme. Et c'est pas le but, en fait. Le but des projections climatiques, c'est pas de savoir ce qui va se passer dans le futur, au sens qu'est-ce que les sociétés vont faire, en tout cas, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir avec le climat, en termes de température, de précipitation, et ensuite d'impact, surtout, pour une trajectoire donnée de gaz à effet de serre d'aérosol. Ce qui est déjà beaucoup. Déjà très bien de savoir tout ça. Et ce qui derrière nous permet de définir, j'imagine, des politiques en fonction du niveau en fait d'émissions de gaz à effet de serre et d'aérosol qu'on met en entrée dans ces scénarios. Si on se met en 79 ou en 90, à l'époque où on faisait les premiers modèles climatiques qui étaient hyper simplistes, et que tu mets dans ton modèle un scénario d'émissions de l'aide des sociétés humaines qui continuent d'émettre pendant tout le 21e siècle au taquet, et que ça te montre que le climat se réchauffe de 1 degré, bon, tu te dis, ça va. Sauf que c'était pas le cas, évidemment. Ça aurait pu être le cas, je sais pas, mais si on partait de plus bas en température, ou si le climat réagissait autrement, mais, donc tu vois, tu explores quand même déjà de base quelque chose. T'as une première question qui est, qu'est-ce qui se passe quand on émet plein de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui était la question principale des premiers à avoir réfléchi à la climatologie, au final. Écoute, justement, tu me fais toutes les transitions parfaites, puisque je voulais. Attends, juste, j'ai oublié la définition d'un scénario, qui est quand même, je pense, la plus importante, pardon. Dans le rapport du GIEC, ils disent qu'un scénario, c'est une description possible de comment le futur pourrait se développer, reposant sur un ensemble cohérent et internally consistent, c'est-à-dire que les composantes sont cohérentes entre elles, on va dire. De postulats à propos ils disent key driving forces, donc de principaux drivers de l'évolution
sous-entendu des sociétés, parce qu'en fait, quand ils disent la définition de scénario dans le rapport du GIEC, c'est les scénarios socio-économiques qui sont à la base des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Un scénario d'émissions de gaz à effet de serre tout seul, ça n'a pas de sens. C'est moi qui te trace une droite sur un tableau, je te dis, le CO2 il fait ça, et tu me le simules. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc on n'a aucun intérêt. Il nous faut qu'on sache ce que l'économie elle fait au niveau mondial, ce que la population elle fait, ce que le développement technologique il fait, ce que la substitution ou pas des fossiles, qu'est-ce qui se passe. Et à partir de ces grands drivers, on définit un scénario. Tu peux le faire dans ce sens-là, en mode, moi je te dis que le CO2 va faire comme ça et tu me trouves un peu ce qui est comme société qui pourrait derrière. Ou à l'inverse, je te dis, moi je pense que la société va évoluer comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que ça fait comme émission de gaz à effet de serre? Et ça, c'est deux choses que je viens de dire. C'est l'autre catégorie de modèles. C'est les modèles d'évaluation intégrée qui font ça. Là, je t'ai fait la transition. Et là, tu me vois avec des grands yeux. Et alors sur les modèles d'évaluation intégrés, ça, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard. Juste Okay. pour qu'on reste sur la question des scénarios et sur la manière dont ils sont construits. En fait, ces scénarios et les différents types de scénarios, justement, puisque tu as parlé des scénarios socio-économiques, tu as parlé des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols. Bon, là, on commence à comprendre un peu les liens entre les deux. Hein. Finalement, arrête-moi, mais scénario socio-économique, on explique effectivement comment la société tourne, et puis en fonction de comment la société tourne, au niveau de l'économie, de la technologie, etc., comme tu l'as dit, ça nous donne des émissions probables à certaines dates clés, et ça, on le fait tourner dans un modèle, et ça nous permet d'avoir des projections à moyen long terme sur ce que ça pourrait donner. J'ai tout bon jusque-là. En émission. Et du coup, après, il te faut un modèle de climat pour savoir ce que ça fait en climat. Pour savoir ce que ça fait en climat, ouais. Effectivement, oui. C'est donc t'as deux types de modèles à ce moment-là. Trois en fait, concrètement. Tu as vas-y. Parce qu'en fait, tu as les scénarios qui te permettent les modèles qui te permettent de trouver quelles sont les émissions de gaz à effet de serre d'aérosol d'un type de société. Une fois que tu as tes drivers climatiques, donc tes aérosols, gaz à effet de serre, ou évolution de la déforestation, etc., tu le mets dans ton modèle climatique, il te donne des températures, précipitations, événements extrêmes, ça c'est les processus physiques. Et ensuite on a une troisième catégorie de modèles qui est un peu moins connue malheureusement, mais qui s'appelle, c'est le champ de recherche IAV, Impact Adaptation Vulnerability, et tu as des communautés qui en fait utilisent les résultats des modèles climatiques bruts, physiques, pour aller étudier les impacts sur des écosystèmes, sur des populations. Ils vont aller sur un endroit du littoral dans un pays et ils vont utiliser les projections climatiques d'évolution du niveau marin, mais au niveau précis du littoral, ils vont essayer de modéliser le littoral avec les populations qu'il y a à ce moment-là, etc. Et eux, ils vont utiliser à la fois le scénario socio-économique sur les populations et à la fois le scénario du niveau d'élévation du niveau marin. Et puis on les voir en zoomant cet impact, comment il évolue. Pareil sur la forêt, pareil sur, les récifs coralliens, tout ça. Donc tu as toute une communauté qui est celle qui remplit le rapport du groupe 2 du GIEC, qui est dédié aux impacts et à vulnérabilité et adaptation. Ok. Merci pour cette précision. Si on fait le point un peu sur les scénarios et à la fois les scénarios socio-économiques et les scénarios d'émissions, est-ce que tu peux nous faire peut-être un bref retour déjà sur les scénarios du GIEC depuis le premier dans les années 90. Alors sans rentrer trop dans les détails, mais pour peut-être nous expliquer déjà comment ils ont évolué et comment on en est arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, on en est dans le 6e rapport d'évaluation du GIEC. On en est à la, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5e génération de scénarios. Parce qu'il y a eu 2 rapports où ils ont utilisé les mêmes scénarios. Ça prend beaucoup de temps de développer des scénarios. Dans les premiers rapports, en 1990, ils essayaient juste de se demander qu'est-ce que ça fait si on fait légèrement varier la démographie, un peu l'économie, et puis si jamais il y a des transferts technologiques. Par exemple, si les renouvelables on commence à comprendre que c'est des choses qui pourraient être intéressantes pour capter l'énergie solaire ou quoi que ce soit, ou le nucléaire, s'ils deviennent très peu chers, qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, c'était ça le niveau de réflexion, c'était on voudrait savoir quelles sont les trajectoires possibles de gaz à effet de serre en fonction de ces drivers-là. Sans une grosse réflexion en mode on agit pour sauver le climat. C'était juste quelques trajectoires différentes d'émissions. Et ensuite, on modélise le climat à partir de ça et on a une incertitude autour de chaque scénario de comment un climat pourrait réagir. Et en fait, dans ce premier rapport du GIEC, il y avait une trajectoire de référence qu'ils ont appelée Business as usual, qui représentait un peu on change rien du tout et on continue de brûler des fossiles.
Et les 3 autres variantes qui émettaient un peu moins de gaz à effet de serre, c'était des postulats un peu différents de mémoire, surtout sur l'efficiency, l'efficacité énergétique, l'utilisation du gaz plutôt que du charbon, le développement des renouvelables du nucléaire. Tout ça juste dans des esprits de si on change un peu les postulats sur l'évolution du prix du nucléaire à l'échelle du 2100, qu'est-ce qui se passe? Mais ça te change ta trajectoire de gaz à effet de serre. Parce que du coup, le nucléaire devient plus rentable, ou les renouvelables, ou les deux. Et ça, c'était la variation qu'il y avait dans le premier rapport. Dans le deuxième rapport, c'était à peu près pareil. Ils ont juste fait un peu plus de variantes. Et donc, ils avaient une plage un peu plus grande de scénarios. Donc, en général, quand tu parles de scénarios d'émissions, tu vas vraiment regarder que les émissions. On n'est pas encore en train de parler de projection climatique parce que ça ajoute une couche d'incertitude. On reste à l'incertitude des émissions de gaz à effet de serre et de l'évolution des sociétés. Ok. Ça, c'était donc les 2 premiers rapports, 90-95. Dans le troisième rapport, 2001, ils ont eu une approche un peu différente. Ils se sont dit, cette fois, on va essayer de réfléchir à des sociétés différentes. Ils ont fait 4 grandes familles de scénarios socio-économiques. Alors là, ils réfléchissaient en termes de démographie, de société, de technologie, d'économie, et même de commencer à un peu penser environnement. Est-ce qu'il y a des sociétés qui pensent à être un peu plus durables que d'autres? Bon, c'était les années 90, quand ils ont développé ça, c'était pas encore de la grosse radicalité écologique, mais en fait, ils ont fait 2 axes. Ils ont fait un axe, notre société, elle est plutôt vers le développement économique à fond, ou alors elle est un peu plus environnement. Et l'autre axe, c'était, elle est plus vers la mondialisation, ou elle est plus vers la régionalisation. Il y a un peu le renfermement. Et ça, c'est 4 grands axes, ça donne 4 grandes familles de scénarios. À partir de ça, ils ont fait des scénarios d'émission. Mais il n'y avait pas de scénario avec une volonté forte de faire l'atténuation. C'était quasiment toujours tous que des scénarios business as usual. En fait, dans l'acception courante de business as usual, qui est, on n'agit pas spécifiquement pour changer les choses et sauver le climat, tous les scénarios dont on parle là, depuis tout à l'heure, de 90, 95, 2001, quasiment tous, c'est des scénarios business as usual. Et en fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il y a une plage d'incertitude énorme juste sur le business as usual. Parce que si tu changes ton postulat d'évolution des prix des renouvelables sur le 21e siècle, tu changes complètement ta trajectoire de gaz à effet de serre. Donc tu as ce gros éventail. Par contre, il est centré sur, on va dire, entre 2,5-3 degrés et 5 degrés de réchauffement. Okay. Il part pas dans le 1,5. Oui, et ça, c'était donc les scénarios de 2000, et c'était les derniers scénarios du GIEC. Quand on dit le scénario du GIEC, c'est-à-dire que c'est le GIEC qui lui-même avait développé les scénarios, publié dans un rapport spécial qui s'appelait le Special Report on Emission Scenarios, le SRES, S-R-E-S. Et c'était la dernière fois que le GIEC lui-même s'occupait de faire les scénarios. Depuis, c'est la communauté scientifique elle-même qui fait les scénarios, qui les détermine, qui les évalue, qui les sélectionne, et qui après met en place le protocole pour dire aux autres, vous utilisez ces scénarios-là dans vos modèles climatiques. Donc en fait, les scénarios du GIEC, ça a plus de sens aujourd'hui. Les SSP, les RCP. Les RCP, c'était la génération 2013-2014. Déjà, c'était plus les scénarios du GIEC au sens propre, quoi. Bon, c'est pas non plus très très grave comme façon de dire, mais c'est un abus de langage assez récurrent, ouais. Mais c'est intéressant de comprendre que effectivement, c'est pas le GIEC qui crée les scénarios, effectivement, que c'est la communauté scientifique et que eux s'occupent, j'imagine, d'utiliser les scénarios sélectionnés par la communauté scientifique. C'est ça. Donc après, la communauté scientifique, elle essaye de prévoir, non pas de prévoir justement, de projeter les futurs possibles pour couvrir la plage d'incertitude. Et à l'époque, en 2000, il n'y avait pas encore de grosses actions climatiques, il n'y avait pas d'objectifs climatiques entériné autre que dans la Convention climat de 92, il y avait écrit on essaie de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre pour éviter une perturbation dangereuse du système climatique. Okay. On n'avait pas spécifié à quel niveau encore. Donc si vous plongez dans les rapports du GIEC de 90, 95, 2001, vous avez souvent des projections en stabilisation de concentration de CO2. Pour cette raison, parce que l'objectif principal de l'époque, c'était on stabilise la concentration. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore des modèles climatiques très développés, et on n'avait pas encore compris que stabiliser la concentration de CO2 ne suffisait pas à stabiliser la température. Là, je rentre un peu dans le détail, c'est des questions d'inertie climatique. C'est ce qui a fait que quand on a compris que stabiliser la concentration de gaz à effet de serre et surtout de CO2 ne suffisait pas à stabiliser la température, les impacts continueraient d'augmenter, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe à un objectif de température. Et dès les années 90 et début 2000, on commençait déjà à parler, à dire il faut un objectif de température. Le 2 degrés, c'était déjà dans la tête de beaucoup de gens. Ça, il y a des bouquins entiers sur le sujet, des papiers dans tous les sens. Mais c'est ce qui a fait qu'à 2009, on a commencé on a entériné en 2009 l'objectif de 2 degrés avec un accord qui était nul. Mais en 2015, on a réussi à faire 2 degrés, nettement en dessous de 2 degrés, et poursuivre pour 1,5. Parce qu'on sait qu'en stabilisant la température, on stabilise une bonne partie des impacts, pas tous. Alors que si on stabilisait juste les concentrations, ça suffisait pas. Et bref, au fil des rapports, au fil des scénarios, donc là j'étais en 2001 avec les derniers scénarios du GIEC, ils se rendent compte que le temps de développer les scénarios et de faire les projections, le monde change.
Et les scénarios qui ont été développés fin des années 90 pour le rapport de 2001, ils ont été réutilisés dans le rapport de 2007, le quatrième, et ils étaient déjà un peu obsolètes. C'est-à-dire qu'il y avait des choses en économie, en démographie qui collaient plus. On savait que ça allait pas être bon, il fallait refaire. Et après le rapport de 2007, vers les années 2008, 2010, 2012, ils ont mis en place un gros chantier pour faire des nouveaux scénarios qui allaient être beaucoup plus développés et qui sont les scénarios SSP qui ont été utilisés dans le dernier rapport. Mais le développement de ça a pris beaucoup trop de temps et pour le 5e rapport du GIEC de 2014, ils étaient pas prêts. Donc ils ont juste pondu, franchement ils ont plus ou moins fait ça, hein. Ils ont sorti 4 courbes qui étaient à peu près intéressantes, une très extrême, une qui pouvait tenir 2 degrés et 2 au milieu, pour que les climatologues qui avaient besoin de mettre quelque chose dans leur modèle climatique pour simuler le climat futur fassent quelque chose avec la nouvelle génération de modèles pour le rapport, donc le 5e rapport du GIEC de 2013-2014. C'était les scénarios RCP. Tout le monde connaît le RCP 8.5, il vient de là. Et derrière, pendant ce temps, les autres, ils travaillaient sur les SSP, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur les scénarios socio-économiques à la base, en termes d'économie, de démographie, d'urbanisation, d'usage des terres, etc., pour ensuite faire des scénarios beaucoup plus développés, qui correspondent à peu près sur certains, et puis il y en avait d'autres en plus. Et il fallait qu'ils collent à peu près au RCP pour qu'on puisse comparer les résultats. Mais cette fois-ci, avec ces nouveaux scénarios, on savait la société qu'il y avait derrière. Les RCP, personne ne savait trop. On sait qu'il y a des modèles derrière on savait les faire tourner, mais on n'avait pas trop idée de quel monde c'était. Avec les SSP, on sait. Donc voilà, on en est arrivé à la 5e génération de scénarios pour le 6e rapport d'évaluation du GIEC. Et ça, c'est une façon de faire qui va sûrement rester pour le prochain, avec quelques mises à jour. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup comment est-ce que fonctionnent du coup ces scénarios SSP, comment est-ce qu'ils sont construits et qu'est-ce que ça veut dire en fait rentrer dans la complexité du fonctionnement et de l'évolution des sociétés? Ouais, en fait, ce qu'il y avait à la base de la réflexion sur les SSP, c'est que il fallait pas seulement des scénarios d'émissions, mais ils voulaient aussi des scénarios socio-économiques pour typiquement évaluer les impacts futurs. Et en fait, ça t'instruit beaucoup sur le côté atténuation et quel type de société mène à quel type d'émission, mais tu as aussi besoin de savoir quel type de société sera plus ou moins impacté par le même impact climatique. Parce qu'une société qui est très développée et riche, et qui est équitable, et qui fait attention à tout le monde, etc., elle subira pas la même chose que la société qui est pauvre, qui laisse des gens marginalisés pendant qu'il y a des riches dans les tours d'ivoire. Je comprends. Ça, c'est l'idée qui était derrière les SSP, en plus de l'atténuation. Donc, ils se sont dit, on fait aussi des scénarios qui peuvent être utilisés par la communauté adaptation, impact, vulnérabilité. C'est encore peu compris et peu utilisé comme ça, malheureusement, mais le principal intérêt des SSP, c'est celui-là. Oui, c'est d'accord. C'est de voir des deux côtés en fait qu'est-ce qui se passe à la fois en entrée, mais aussi bien évidemment en sortie comme répercussion sur ces sociétés comme tu le dis, ouais. Et d'accord. Mais du coup, comment est-ce qu'ils décident en fait? Comment est-ce qu'ils construisent? Alors, on appelle ça les narratifs de ces scénarios. Oui, là, on peut préciser, mais un scénario en fait à la base, c'est même pas avant que ce soit des données. C'est un narratif. C'est une description, une histoire de qu'est-ce que fait la société dans le futur. Et comme on n'a pas des possibilités infinies de modélisation, on peut pas faire 10 scénarios, et d'ailleurs, au bout d'un moment, ça nous informe plus beaucoup parce qu'on comprend rien. Je sais pas exactement comment ils ont décidé d'en faire 5. Ils en avaient 3, 4, puis après ils sont dit 6, c'est trop, j'en sais rien, mais il y a des papiers qui existent, hein, là. Toute la documentation sur SSP, elle existe, et elle est essentiellement publique d'ailleurs, parce qu'ils voulaient que tout soit accessible, c'est les débuts de l'open science. Et donc les SSP, c'est 30, 40 papiers de recherche à la base. Il y a des papiers sur la genèse, il y a des papiers sur il y a un papier ou deux principaux sur le cadre, il y a un papier pour chaque SSP, ensuite il y a un papier pour chaque type de driver. Enfin, c'est colossal comme quantité de travaux scientifiques. Mais bref, vas-y. Et c'est pas une seule personne du coup ou un petit groupe de personnes qui va construire tout seul ces narratifs. Non, là c'est des conférences en fait. Enfin, c'est plutôt des workshops. C'est ce sorte de conférences académiques durant lesquelles on fait des ateliers de réflexion. Et on fait un rapport derrière pour dire voilà nos réflexions où on en est, voilà ce qu'on pense qu'il faudrait faire. Il y a des gens qui publient des papiers en disant nous on pense que le framework des prochains scénarios devrait être comme ça, etc. Et l'idée principale derrière les SSP, c'était on veut étudier les défis pour l'atténuation et les défis pour l'adaptation. Et ça c'était 2 axes des figures qui représentent les SSP qui ressortent tout le temps. Et on va avoir une matrice qui nous représente les différents
articulation entre les défis d'atténuation et d'adaptation. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des impacts. On veut un scénario qui ait des défis faibles pour l'adaptation et l'atténuation, inversement un scénario qui ait des défis forts pour les deux, mais on veut aussi les intermédiaires. On veut un scénario qui ait des défis limités ou faibles pour l'adaptation, mais des défis forts pour l'atténuation, inversement. Et in fine, quand tu as dessiné ta matrice avec 4 cases, il t'en reste une place au milieu pour un scénario qui soit un peu entre tous les autres. Et en fait, là, je t'ai dessiné les SSP. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Ok. Et du coup, comment on choisit les hypothèses en fait pour arriver à ces questions de défis forts ou faibles sur adaptation ou atténuation? Parce que c'est une question qui me vient directement, c'est en fait les narratifs et ces hypothèses dépendent vraiment de l'ouverture d'esprit et de la capacité d'imagination, j'allais dire, ouais, des récits que peuvent penser ces personnes. Donc ça dépend aussi beaucoup de leur catégorie sociale, de leur univers culturel, de leur histoire, etc. Et comment est-ce qu'on s'assure, entre guillemets, ou pas, que finalement c'est aussi large que possible pour ne pas que finalement ce soit les mêmes qui construisent des scénarios pour un petit groupe qui construit les projections pour le reste de l'humanité, quoi. C'est un gros enjeu. On a de la chance que ce soit une communauté qui est quand même assez grande, assez large, avec des gens d'horizons diverses et qui ont beaucoup débattu sur tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des trous dans la raquette et qu'il y ait d'autres possibilités de scénarios. Eux le disent tout au long dans chaque papier, il y a marqué, nous voilà, on choisit cet axe-là, mais il pourrait y en avoir d'autres. Là, on projette comme ça, mais c'est incertain là-dessus, etc. Tu peux pas tout couvrir. Et peut-être qu'il aurait pu avoir un scénario en plus ou deux, ou un scénario qui soit un peu interprété différemment. Ça, ta question, c'est vraiment l'objet de débat très actuel. D'accord. Et franchement, ça vient, je trouve, presque plus à l'étape suivante. C'est-à-dire que tu prends un narratif et la façon dont tu l'interprètes, en termes de projection économique, démographique, etc., il y a plein de façons de le faire. Donc chaque SSP, en fait, derrière, tu peux projeter l'économie d'un SSP de manière différente, d'un même narratif. Est-ce que tu peux illustrer peut-être un peu ça pour qu'on comprenne? Typiquement, en fait, ça c'est au cœur des débats sur la décroissance, sur les scénarios de décroissance. On va dire que dans les narratifs, donc juste pour le dire à l'oral, pour les gens qui je conseille d'aller chercher des figures là-dessus pour mieux comprendre, mais les SSP, vous avez un SSP qui est un peu on l'appelle sustainability, durabilité. Il s'appelle, enfin le sous-titre c'est Taking the Green Road. Donc on prend la voie vers laquelle toute l'humanité, parce qu'à chaque fois là quand on parle d'un SSP, c'est à l'échelle globale, hein, mais c'est l'essentiel de l'humanité, où toute l'humanité va plus en direction de réflexion écologique et d'égalité et d'une gouvernance mondiale efficace, etc. Donc là, effectivement, tu te racontes une histoire. Hein. Enfin, c'est pour imaginer le futur, il n'y a pas d'autre choix à un moment. Tu fais du design fiction basique. Ouais. Hein. Et donc eux, ils ont dit celui-là, il y a quelques critères principaux. Il y a une coopération internationale efficace, il y a une réduction des inégalités entre pays et au sein des pays, il y a une consommation qui est limitée. Il y a un développement économique, je crois qu'ils en parlaient même pas tant que ça dans le narratif. Et il y a une croissance de la population assez faible. Ça, c'est un peu un truc qui tourne sur les mêmes, mais c'est qu'en fait, quand tu mets ce genre de narratif dans un modèle démographique, vu que tu as du développement assez fort dans les pays notamment d'Afrique subsaharienne, etc., la transition démographique va plus vite et ta croissance démographique est plus basse. À l'inverse, un scénario qui va te dire c'est un peu le chaos, ça se développe pas vite, les pays en développement et les pays moins avancés, ils rattrapent pas les autres, etc. Il aura une transition démographique plus lente dans ces pays-là, donc il aura une croissance démographique plus forte. Ok. Bref, je reviens sur mon SSP1 qui est mon scénario donc écologie, quoi, durabilité, ouais, vert, mais quand tu lis le narratif, c'est au bon sens du terme. Il y en a qui disent que c'est un croissance verte, en fait, c'est une interprétation de ce narratif. Okay. Il y a des gens qui ont dit, il y a des chercheurs je sais pas s'il a publié ou pas, mais j'ai eu sa présentation, qui a essayé de faire un scénario de décroissance avec ce narratif, ça marche très bien. En fait, c'est un narratif franchement facile post-croissance. Parce que le narratif lui-même dit, en gros, on s'éloigne du PIB comme déterminant, etc. On passe à des objectifs de développement humain plus qu'autre chose. Il est interprétable de plein de façons. Et ça, c'est important à avoir en tête, je pense. Que le narratif lui-même, à la base des scénarios, il y a déjà plusieurs façons de le projeter derrière.
Et oui, je veux bien que tu nous expliques un peu comment, parce que du coup, en fait, il raconte une histoire, là, enfin, de ce qu'on comprend, effectivement, ça a l'air quand même plutôt sympa comme manière de projeter le futur, ce Mais scénario. attends, là, le but de ça, c'est de montrer ce qui se passe si on fait ça. C'est pas de dire il va se passer ça. Oui, Ça, oui, bien je vais le sûr. rappeler tout le long parce que c'est un Ah truc oui, non, important mais à comprendre, t'as mais raison. Mais alors, moi, la question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on traduit ça dans des données, des drivers, comme tu dis, qui vont ensuite nourrir des modèles. Et parce que j'imagine qu'ils ont tout un tas de données clés en entrée après dans le modèle, qui sont bâties sur ces ouais, narratifs, qui nous donnent en fait le scénar sous format, on va dire, un peu mathématique, hein, peut-être. Et comment, du coup, et ça, c'est de l'interprétation, en fait. exactement. Dans mon cours, je le montre aux étudiants et étudiantes. En fait, il y a le narratif qui est cette espèce de petit texte qui décrit le monde et son évolution dans ce scénario-là. Et ensuite, ils ont fait des papiers de recherche où ils décrivent dans des gros tableaux de manière qualitative ce que ça veut dire pour les différents drivers. Donc, ils vont te dire D'accord. demographics, population, euh, niveau de croissance, taux de fertilité, taux de mortalité, migration, etc. pour chaque SSP en fonction des régions du monde. Et ils vont te dire c'est bas, c'est moyen, c'est haut. Ok. Là, on est vraiment dans je décris le monde de manière normative, d'une certaine manière, je sais pas, ou subjective, ce que tu veux. C'est toi qui décides de ton scénario, quoi. Tu décides que le monde il sera comme ça dans ce scénario-là. Là, on est clairement dans ouais, je dirais la subjectivité, parce que c'est le principe de l'exercice. Tu peux Bien pas sûr, faire ouais, ouais. autrement, quoi. Si tu veux savoir comment les sociétés vont évoluer dans le futur, à un moment tu te dis, bah, je pense que la société va évoluer comme ça, je cherche. Mais ce Oui, qui oui, tu fait fais que des c'est pas hypothèses grave, et tu c'est que regardes ce que ça donne, ouais. ouais. Et ce qui fait que c'est pas grave, c'est qu'en fait, ton travail, c'est de faire, de couvrir l'ensemble des possibles. C'est là-dessus où on est critiqué d'ailleurs sur les scénarios, c'est parce qu'il y en a qui disent bah il faudrait faire plus de scénarios pour couvrir d'autres possibles, et c'est tout à fait légitime. Mais en tout cas sur ce travail-là, ils ont fait ça comme ça. Et ensuite, quand tu as tes postulats officiels de scénario SSP en disant bah, croissance de la population, l'eau dans les pays au niveau de revenus, etc. Derrière, la communauté des démographes, ils vont avoir leur propre façon d'interpréter ça dans leur modèle démographique. Donc tu prends trois communautés de démographes qui ont trois modèles différents, tu auras trois projections différentes. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que du coup, C'est plus ou moins ce qui a été fait. eux se Avec deux limitent. modèles, je crois. Alors, si je reprends, eux se limitent à dire, donc, dans la construction des scénarios, donc, tu as le narratif. Derrière, C'est pour des chaque postulats narratif, qualitatifs. exactement, donc des critères qualitatifs, mais qu'on va définir selon trois niveaux. Tu m'as dit trois ou quatre niveaux, faible, moyen, etc. Et ça, Ah ouais. ensuite, c'est aux modélisateurs des sous-systèmes, j'allais dire, de se débrouiller avec ça pour mettre un chiffre dans le Ouais. modèle. Ok. Ouais, c'est ça. Et encore, là, je t'ai dit trois niveaux, c'était sur la démographique. Mais t'as des endroits où c'est un statement qualitatif, c'est une phrase et c'est toi qui le mets comme tu veux dans le modèle. Euh, Ok. parce que bah eux ils sont juste là pour décrire une évolution de la société et ensuite c'est le travail des modélisateurs. Mais ce qui veut dire que plus tu as de communautés de démographes et de modèles démographiques qui font tourner ça et plus tu auras des projections un peu qui divergent un peu quoi. Sur la Oui. démographie c'est pas très grave parce que c'est franchement là où c'est le moins divergent je pense. Mais sur l'économie c'est un peu plus fort déjà. Donc Sur la l'économie ils ont technologie, fait j'imagine. oui C'est. oui oui. Ouais, en fait, tu as une incertitude assez élevée dans les projections d'émissions de gaz à effet de serre pour un scénario SSP, ce qui est normal. Et alors, évidemment, ça pose problème quand tu veux avoir un scénario d'émission officiel que tout le monde utilise dans son scénario climatique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que pour chaque SSP et chaque type de postulat, démographie, développement humain, technologie, etc., ils ont dit c'est cette équipe de modélisation qui est responsable de ça et qui sera, ils appellent ça le marqueur, c'est-à-dire que c'est la projection qui va être prise en compte pour le scénario final. Mais on a une idée de l'incertitude sur les projections, par exemple, économiques. On a trois équipes qui ont bossé sur les projections du PIB de chaque SSP, et Ok. on a dit c'est l'équipe de Robert Delink qui va être celle qu'on utilisera ensuite les modèles d'évaluation intégrés qui eux vont projeter les émissions de gaz à effet de serre. Et comment on décide de ça? Voilà, c'est entre eux dans l'équipe, j'en ai aucune idée, mais c'est pas très grave, ça change pas grand chose, c'est juste qu'on sait qu'il y a cette incertitude, mais au moins il nous faut, nous, une ligne de Ouais, données bah ouais, qu'on met ouais. dans notre modèle, et puis voilà. Ok.
Ok, mais c'est hyper intéressant de voir. C'est pour ça que j'ai dit ça prend du temps de faire des scénarios et ils ont mis, je crois, les SSP, ils ont mis pas 10 ans, mais pas loin. Ils ont dû commencer fin année 2000, début 2010, et les papiers de recherche officiels ont été publiés en 2017. Ok. Donc ça prend beaucoup de temps. Ça, donc c'est juste les scénarios socio-économiques. Et ensuite, tu les donnes à l'équipe de modélisation climat qui va les faire runner une fois qu'ils ont les données officielles de gaz à effet de serre d'aérosol, un modèle climatique qui vont tourner plein de fois, etc. Et ça nous donne après des scénarios climatiques. Ouais. De température, de précipitation, Et mais ça nous donne pas des scénarios d'adaptation ou d'atténuation. Ça, c'est encore après. Ouais. Bon, en adaptation en impact, tu auras des résultats surtout. D'accord. Ok. C'est pas des scénarios. Les scénarios d'adaptation, on est encore au tout début de ça. Ça, c'est pour le prochain, je pense. Ça existe. Ouais, on y réfléchit, quoi. C'est dur à modéliser ça. C'est beaucoup plus dur à modéliser. Et du coup, là, nous, les scénarios dont on entend parler, par exemple, scénario 2 degrés, scénario 1.5, etc. Ça, ce sont des scénarios climatiques nourris par des modèles, eux-mêmes nourris par des scénarios socio-économiques. Alors 2 degrés et 1.5, c'est des niveaux de réchauffement, précisément. Ok. Et tu as des scénarios qui les respectent, plus ou moins, et tu as des scénarios qui les respectent pas. D'accord. Et en fait, ce que font donc t'as des scénarios socio-économiques, t'en as plein de différents. Tu les projettes en émissions, tu projettes ces émissions en climat, tu prends des projections climatiques évaluées par le GIEC, et tu vas pouvoir trier tes scénarios en fonction du niveau de réchauffement qui s'atteigne ou pas. D'accord. Ça, c'est ce que fait le groupe 3 du GIEC. Et dans le groupe 3 du GIEC, vous avez une catégorisation de C1 à C8, je sais plus, un truc comme ça. Et c'est des catégories de réchauffement par scénario d'émission. C'est assez utile pour savoir dans quelle catégorie de réchauffement te place un scénario d'émission donné. D'accord. Ok. Mais là, on est dans de la complexité. Oui, déjà. Okay. Ne perdons pas les quelques auditeurs et auditrices qui restent sur à ce moment-là de l'épisode. Juste pour revenir sur les narratifs des SSP, derrière, on a 3 principales projections quantitatives qui sont faites, qui sont à la base de ce qui va être utilisé pour faire des scénarios d'émissions, mais même pas encore sur le climat. C'est le PIB, la population, l'urbanisation. Il est possible qu'il y ait aussi quelque part dans l'histoire l'éducation, parce que c'est lié à la démographie. Et ça, c'est 3 principales projections quantitatives qui sont faites à partir des postulats qualitatifs et des narratifs dont on a besoin pour mettre dans un modèle d'évaluation intégré. Et lui va te pondre à partir des autres postulats de technologie, de développement, etc., de gestion des ressources, d'usage des terres, des émissions de gaz à effet de serre et des aérosols. Ça, c'est l'étape avant de mettre dans le modèle de climat. D'accord. Mais c'est effectivement c'est une des questions que j'avais. Alors peut-être plus sur les sur les remarques ou les critiques qu'on entend souvent sur certains scénarios. Tu parlais du PIB tout à l'heure. Et c'est notamment la place donnée à la croissance économique. Du coup, si je dis pas de bêtises, dans tous les scénarios, en fait, il y a des postulats de croissance économique positive. Ouais, alors je pense que justement il y a un chercheur qui disait que le narratif de SSP1 tu peux l'interpréter d'une manière post-croissance. D'accord. En fait, ça demande de réfléchir à l'origine de la croissance économique. Et l'origine de la croissance, c'est souvent on te met à la fois de la population, donc parce que c'est le travail, l'évolution de la technologie, l'évolution du capital. Et tout ça te donne l'air. C'est de l'économie one-on-one, mais on a du mal un peu à faire autrement. Et dans le monde actuel, si tu pars du principe que des pays vont finir la transition démographique, on n'a pas beaucoup de scénarios qui voient une décroissance démographique maintenant. Tous augmentent jusqu'à un certain point, certains vont passer un cap et redescendre en fin de siècle, certains vont stabiliser en fin de siècle, certains vont continuer à augmenter. En tout cas, en démographie, on sait qu'on continue à augmenter. On a un facteur de croissance déjà. Ensuite, le développement technologique, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais ce serait difficile de s'imaginer qu'il va s'arrêter demain. C'est un deuxième facteur de croissance. Rien que ces deux-là, déjà, en fait, si tu remets ça en question pour faire de la décroissance, c'est que tu forces ton modèle à faire de la décroissance. D'une autre manière. Donc, c'est-à-dire que tu vas couper tes revenus, tu vas couper ton capital, je sais pas, mais c'est dur de faire de la décroissance à un modèle économique à court terme au moins, à court moyen terme, genre jusqu'à milieu de siècle, ou même
certaine partie de la moitié du siècle. Ce qui explique qu'il n'y ait pas beaucoup de scénarios de décroissance, voire pas du tout. Il en existe une poignée à l'échelle de l'Australie, qui sont très récents, hein, c'est des travaux qui ont été publiés l'année dernière ou cette année. D'accord. Et pour l'instant, on n'a pas encore de gens qui ont essayé de modéliser ça à l'échelle globale, à l'échelle du monde, d'une manière à peu près intéressante et pertinente. Mais moi, tel que je le comprends, les conséquences économiques d'un modèle qui décroîtrait en PIB à échelle mondiale ou à échelle en PIB par habitant dans les prochaines décennies, t'aurais quelque chose de pas cool derrière en termes de société. Ça veut dire que tu empêches plein de pays en développement de croître, en même temps que tu capes ou que tu baisses fortement celle des pays riches. Mais du coup, pour comprendre, est-ce que c'est lié au fait que les modèles, en tout cas les modèles économiques, tournent principalement à partir de, comme tu disais, d'hypothèses et de facteurs comme la productivité, l'augmentation du capital, etc. Et que du coup, en fait, c'est des modèles, il y a très peu de modèles, on va dire, qu'on pourrait nommer alternatifs ou en tout cas non capitalistes. Sur la manière dont tournerait l'économie et qui pourrait avoir en fait des conséquences peut-être très intéressantes en termes de qualité de vie, d'égalité, de répartition des richesses, de baisse des inégalités, mais parce qu'en fait il n'y a pas de modèle qui existe comme ça. C'est juste qu'on se pose mal la question, c'est qu'en fait tu peux avoir un monde qui fait ça et qui continue de croître dans la façon de calculer le PIB classique. Ça, c'est la vision de post-croissance. Oui, c'est ça. Mais on est obligé de rentrer un chiffre sur le PIB, quoi. Là, pour ce type de modèle-là, ouais. Ok. En fait, précisément dans un Integrated Assessment Model, tu vas pas vraiment mettre une trajectoire de PIB, mais tu vas prendre des facteurs de croissance de PIB qu'il y a dans la projection économique qui est faite. Tu vas lui mettre une évolution technologique, une évolution du capital, une évolution du travail, et lui-même il a son petit modèle économique à l'intérieur. Tous fonctionnent de manière néoclassique, avec le travail, le capital, le développement technologique, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et ceux qui essaient de faire autrement, ils le font de manière absolument pas réaliste. Et ils le savent, ils le disent, ils l'expliquent, ils disent on ne sait pas trop quoi faire d'autre, mais en Australie par exemple, artificiellement dans le modèle, on capte la consommation des gens à différents niveaux de revenus. D'accord. On n'a aucune idée de exactement ce que ça veut dire dans le vrai monde, mais nous, on veut voir ce que ça fait quand on coupe le revenu des gens à un certain niveau. Il n'y a personne qui va au-dessus de 50 000 cas par an. Ok. Et là, d'un coup, il y a moins de consommation, donc il y a moins de gaz à effet de serre, donc on voit que le scénario de décroissance, il a un intérêt limité, parce que si tu mets pas en place une décarbonation en même temps, t'as un scénario business as usual à 2-3 degrés. Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant, parce que ça montre qu'il faut pas penser de manière binaire sur la décroissance. Tu peux faire une décroissance carbonée, ça, si tu décarbones pas ton économie. C'est juste qu'elle sera moins haut que un business as usual qui continue de croître et qui décarbone pas non plus. Mais ça fait pas tout. Et après, si tu commences à réfléchir à des mondes post-croissance, tout ça, en fait, ta production de PIB devient moins en moins importante. Ce qui t'importe, c'est que tes émissions baissent, que ton développement humain y croisse, que ta biodiversité elle revienne, etc. Et j'avais une question plus liée au narratif. Du coup, est-ce que dans la manière dont sont bâtis ces narratifs, j'imagine que ils se disent que ça doit être des choses qui sont probables ou en tout cas qui sont envisageables compte tenu du monde actuel. Mais est-ce qu'on travaille aussi au-delà des 5 narratifs qui sortent dans le dernier rapport là, sur des narratifs peut-être un peu plus radicaux, si on peut dire, qui parieraient sur des changements beaucoup plus abrupts de politique et qui pourraient justement prendre en compte soit de la décroissance, soit, je dis n'importe quoi, mais de l'écofascisme ou en tout cas c'est aussi un peu l'impression qu'on vit dans un monde un peu instable politiquement en ce moment. Et du coup, est-ce que ça c'est pris en compte dans les scénarios pour éviter en fait de rester dans un truc un peu moyen, mais qui pourrait ne pas refléter ou donner des projections un peu pertinentes par rapport au champ des possibles. Là, moi j'ai ma propre opinion là-dessus. Donc je vais répondre plus comme ça que sur vraiment. Parce que ça, c'est des débats qui sont en ce moment dans la recherche, dans les gens qui font les scénarios.
Il y en a qui disent oui, il n'y a pas de scénario de décroissance, c'est pas bien. Les autres sont là en mode bah allez-y, faites-les, et puis après on verra, on en reparle. Donc il y en a qui essayent, ils se cassent un peu les dents, et ils commencent à sortir des trucs. Mais vraiment sur ce sujet-là, en tout cas, ce qui est vraiment scénario alternatif, radical, écologiste, décroissant, c'est en cours de travail, et on aura peut-être un jour des choses intéressantes. On en a déjà un petit peu. Mais en fait, le gros du débat sur les scénarios et les questionnements et les critiques, c'est plus sur les questions d'équité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de scénarios qui remettent en question complètement le rattrapage des pays du... Non, pas, je le formule mal, mais il n'y a pas un scénario où en 2050 le monde est entièrement égalitaire, les pays du Sud ont rattrapé les pays du Nord. Ouais. Donc tous les gens des pays du Sud disent les cocos, nous on s'en fout de vos sortes de décroissance là. En fait, nous on veut un monde où nous on n'est pas encore derrière la ramasse et où vous, dans la période future, vous n'avez pas cramé une part disproportionnée du budget carbone. C'est ce qui se passe en fait un peu de facto dans beaucoup de scénarios où quand tu prends les émissions mondiales, tu les fais descendre à 2050 en ligne droite et en fait tu fais pareil pour tout le monde. Ouais. Et ben de facto, les gens qui ont beaucoup de carbone actuellement ont plus de parts que ceux qui en ont peu. Bien Et sûr. comme les scénarios ont un peu tendance à faire ça, et pas à gérer les questions d'équité au milieu, parce que si tu rajoutes les questions d'équité, bah, tu vas faire baisser beaucoup plus fortement les émissions des pays riches et moins fortement celles des pays pauvres, ce qui est inscrit dans l'accord de Paris au passage, mais qui n'est pas quantifié. Mais les modélisateurs, c'est pas leur rôle de faire ça. Donc eux, depuis longtemps, ils disent ça, c'est des questions politiques. Si on commence à faire ça dans les scénarios, on est foutu. On va nous les foutre à la poubelle, que ce soit les États-Unis ou d'autres. Donc on fait pas ça. Donc nous on a un modèle qui est cost effectiveness. Il cherche la trajectoire la moins chère. Oui, ok. Et point barre. Du coup, on n'a pas de scénario anticapitaliste, quoi. Alors ça c'est une chose. Par contre, on a 5 SSP et on en a quand même un qui est un peu la durabilité et qui te montre que si le monde va dans cette direction-là, c'est quand même beaucoup mieux pour tous. Il y en a un qui est un peu entre tous et qui est celui qui ressemble le plus aux projections actuelles de politique actuelle. Il y en a un qui s'appelle Rivalité régionale, qui est très inquiétant. En fait, lui, le 3 et le 4, donc rivalité régionale, un monde qui se renferme un peu sur lui-même dans chaque région, augmentation des nationalismes, augmentation des inégalités, baisse du commerce international, pardon, etc., etc. Et l'autre scénario, le SSP4, qui s'appelle inégalité, qui lui voit des inégalités qui repartent à la hausse au niveau mondial entre les pays du Sud et les pays du Nord et au sein des pays entre des élites et des classes populaires, avec une croissance qui stagne du coup, etc. Ces deux-là sont quand même franchement suffisants pour envisager des futurs assez catastrophiques. Il n'y a pas besoin de grand-chose d'autre que ça, et il reste un scénario, c'est le 5, qui est personnellement celui que je trouve qui sert à rien, mais parce qu'il est, lui je le trouve personnellement pas cohérent dans les narratifs, ce qui est censé être la définition d'un scénario. Bon, vous irez le voir si vous voulez, mais c'était vraiment l'esprit du business as usual pur et dur. Ouais. Croissance à fond pour tout le monde, libre marché au maximum. Du coup, croissance économique à fond, réduction des inégalités aussi très forte, et aussi une population qui ne croît pas beaucoup, parce que du coup, gros développement, transition démographique accélérée, et in fine, le 1 et le 5 ont une croissance de population qui est à peu près similaire. Ok. Pour des raisons complètement différentes, dans des mondes complètement différents. Et je vais dire quelque chose au tout début qui est super important, c'est que quand tu réfléchis au SSP, quand tu es un chercheur qui travaille sur le SSP, qui fait les workshops, qui s'écrit les narratifs, tout ça, volontairement, dès le début, le framework, il est fait hors climat. C'est-à-dire que tu réfléchis dans un monde sans climat. Parce que c'est des scénarios de référence, on appelle ça. Un scénario de référence, c'est un scénario qui te sert à comparer à un scénario où tu fais des choses, et où il se passe des choses. Donc, c'est un scénario sans climat. Quand tu le fais runner dans un modèle d'évaluation intégrée, il va sortir une trajectoire d'émission de gaz à effet de serre sans atténuation. Okay. Et il te sert aussi à comparer pour les impacts. Puisqu'ensuite, tu ajoutes des impacts climatiques sur cette trajectoire pour voir ce qui se passe. Donc oui, c'est des scénarios où... c'est-à-dire sans prendre en compte les impacts du climat sur les différents facteurs. Ah ouais, là, mais j'imagine même pas la complexité du truc. C'est fait exprès pour ça, c'est logique, mais le SSP5, il projette une démographie et du PIB sans impact climatique. Il n'y a pas de rétroaction de dommages économiques. Pourtant, on sait très bien qu'il y a des dommages économiques. Mais ça, c'est un travail qui vient ensuite, plus tard, qui est fait par d'autres équipes. C'est pas grave, c'est vraiment, t'es obligé de passer par là. J'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a des historiens et des anthropologues qui travaillent sur les narratifs? Oui, il y en a. Il y a Béatrice Cointe en France
qui est historienne et je crois qu'elle est historienne de formation, j'ai un doute, mais elle travaille sur justement une vision un peu macro de tout ça et de quoi en penser avec du recul. Elle a fait un papier d'ailleurs il y a quelques années sur le fait qu'il manquait des scénarios de décroissance avec Antonin Potier de mémoire. Ok. Et puis il y en a plein d'autres dans le monde. J'aime beaucoup aussi le travail j'ai oublié son prénom, mais c'est Van Beek. Je sais pas comment on prononce ça, V-A-N, plus loin B-E-E-K. Elle, c'est une chercheure qui a travaillé sur comment l'intégration de l'objectif de Paris avait impacté les façons de faire des scénarios d'atténuation. Parce que faut croire faut comprendre que les gens dans les années 2000, déjà on leur disait on va limiter le réchauffement à 2 degrés, c'était genre n'importe quoi, c'est pas possible. Là on va vers 3 degrés minimum quoi. Et en 2015, on leur dit c'est pas 2 degrés, c'est 1,5 degré en fait. Donc maintenant, vous nous faites un rapport spécial du GIEC sur la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, parce qu'en fait ça va être important dans la gouvernance climatique plus tard, parce qu'on veut savoir qui sera responsable de la différence d'impact entre les deux, et plus machin. Mais du coup, t'as une communauté de modélisateurs qui n'avait fait qu'une petite poignée de scénarios 1.5 juste pour le fun, sûrement un jour ou l'autre, en disant tiens qu'est-ce que ça fait si on essaie vraiment de forcer le modèle à aller à 1.5. Ils se retrouvent avec une énorme commande, on leur dit de modéliser 1.5. Et ça a eu un gros impact sur les premiers scénarios qui ont été faits. On a vu qu'ils avaient des problèmes, parce que notamment ils utilisaient beaucoup d'émissions négatives. Ils ont refait encore tourner en améliorant ça, en changeant des choses, etc. Et ensuite, on a des scénarios un peu plus intéressants, un peu plus pertinents, dans la génération plutôt AR6 que un rapport spécial 1.5. Mais ouais, tout ça, il y a des gens qui travaillent sur ça, et c'est eux qui vont dans les conférences où on réfléchit au scénario, on se dit qu'est-ce qui va pas. Et tous les gens qui en fait mettent les postulats dans des modèles, ils savent un peu ce qu'ils font. Ils se rendent bien compte quand ils font n'importe quoi ou pas. Et c'est eux aussi qui disent, bah là par exemple on a voulu tester le modèle, on lui a mis, on lui a mis 20 gigatonnes de BEX pour voir ce que ça faisait, voilà ce que ça fait. On voit que c'est pas bien, on publie le papier. Et après il y a des gens qui lisent pas tout à fait les conclusions ou les incertitudes ou ce qui est dit et qui vont dire que c'est n'importe quoi. Mais en fait ils le savent très bien ce qu'ils font. Ils savent ce qu'il y a dans le modèle, c'est eux qui le font le travail. Alors, quand tu parles de BEX, tu parles de technologie qui permet de faire des émissions négatives. Hein, Ouais, la BEC, c'est la bioénergie où on capture le carbone des arbres qu'on crame et qu'on met dans le sol. C'est très bien parce que ça fait des émissions négatives, donc techniquement ça refroidit le climat à grande échelle. C'est pas bien parce que ça prend énormément de place en termes de plantation de végétation, donc ça impacte les écosystèmes, ça impacte le système alimentaire, ça impacte les populations locales. C'est pas complètement débile à petite échelle, mais à grande échelle, ce qui était le cas dans certains scénarios, c'est très problématique. J'ai une autre question qui me vient. Tout à l'heure, tu as abordé la question des tensions qu'il peut y avoir entre certains pays du Sud global et du Nord global sur les hypothèses dans les scénarios, notamment par rapport à la question de la technologie, sur la manière dont ça s'organise aujourd'hui, en tout cas pour les pays du Nord. C'est principalement à travers des politiques qu'on peut nommer néocoloniales, impérialistes, extractivistes, comme on le souhaite, mais où en fait les ressources sont principalement dans les pays du Sud global et sont accaparées en fait par les pays du Nord global. Il y a des discussions là-dessus par rapport justement aux hypothèses de développement technologique basées sur l'utilisation de ces ressources et du coup quelque part une exploitation de ces pays. Il y a des discussions à ce niveau-là pour justement retravailler en fait les hypothèses de technologie. En gros, si je la fais plus cash, est-ce qu'il y a des hypothèses un peu low-tech justement pour justement pour aller contrecarrer en fait cette question des inégalités de rapport de force? Dans le framework global, en fait, les narratifs te donnent la possibilité de faire ça. Dans les scénarios d'atténuation, je suis pas sûr qu'ils aient dans ce niveau de détail-là parce que c'est pas leur objectif, c'est pas leur travail. Par contre, il y a des gens qui se servent du framework SSP pour aller voir ce genre de choses. Et donc, t'as beaucoup de papiers dédiés à un sujet très précis qui utilisent le framework SSP avec ses bases pour comparer la différence entre ces sociétés sur un aspect précis. Et tu as des travaux là-dessus sur l'agriculture, donc pour ça il est utile et il y a effectivement des gens qui regardent ça. J'ai en tête un scénario, un travail de modélisation sur la décroissance et le système agricole et typiquement là, je sais plus s'ils l'ont fait, mais si tu te sers de la matrice SSP, c'est super utile pour ça. Et je pense qu'ils l'ont fait parce qu'il n'y a pas trop le choix en termes de scénario. Mais après, c'est encore, moi je trouve que c'est hélas des travaux encore trop peu connus. Il y a tellement de choses qui sont faites et publiées que c'est dur de suivre et que ça ressort pas dans le front page du rapport du GIEC parce que c'est du détail dans un chapitre. Ce qui ressort dans le rapport du GIEC typiquement, c'est dans le résumé pour les décideurs, il y a écrit
du groupe 3 puis du rapport de synthèse de la R6, les scénarios qui misent sur la réduction de la demande et sur des trajectoires durables limitent le recours aux émissions négatives et le besoin de développement d'extraction de ressources. Ça, c'est écrit dans le résumé pour les décideurs. Pas grand monde le sait, pas grand monde le lit, mais c'est écrit comme ça. Et c'est à ça que servent les travaux de scénarisation, en fait. C'est de savoir quel scénario va causer quoi ou pas causer, afin de savoir vers quoi tu veux aller. En fait, la conclusion basique du framework SSP, c'est il vaut mieux aller vers le CSP1. Donc il faudrait faire tout ce qu'on peut pour aller vers le CSP1. C'est pas ça qui va se passer, mais il faudrait faire tout pour aller vers ça. Tout pour faire dériver la trajectoire de là où elle est actuellement vers celle-ci. Sachant que la trajectoire n'est pas écrite. Ça, c'est un truc aussi qui est problématique avec les modèles, c'est que on a une vision en tête de trajectoire fixe, malheureusement. Depuis Meadows jusqu'à maintenant. Un modèle, c'est un truc que tu fixes dans le temps, jusqu'à l'échéance de là où tu le fais runner, et il te donne un trait. Et tu as l'impression que tout est fixé. Alors qu'en fait, la meilleure figure du rapport du GIEC, c'est la dernière du groupe 2, c'est celle où tu vois tous les changements de trajectoire possibles à chaque étape. Ouais, ça, d'accord. C'est le futur. Le problème des modèles, c'est quoi? C'est un tas d'équations, tu lui mets un tas de postulats, tu le fais tourner, et il te donne une trajectoire. Comme si ça pouvait pas changer en cours de route. Et tu te dis, bah oui, c'est la pluralité de scénarios et de postulats que j'ai fait au début et les diverses trajectoires qui représentent un peu les différentes possibilités. Mais chacune est fixe. Et ça, je trouve que c'est mentalement et en termes de communication un grand problème. Parce qu'en fait, il n'y a aucune trajectoire qui est fixe jusqu'à la fin. Ça n'a aucun sens. Et heureusement. Pas comme ça. Oui, heureusement. Sinon, on serait plus là. Ouais. Heureusement. Et si tu infléchis la trajectoire vers 1.5, rien n'est gagné à aucun moment de l'histoire de l'humanité. Tant qu'il est fossile dans le sol. Oui, tant qu'on y est. C'est dans les deux sens. Vraiment, ouais. Ça, c'est une inquiétude, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont conscience du fait que, en ce moment, moi, personnellement, je suis en train de me dire qu'on se rendait pas compte de la chance qu'on avait à avoir des politiques climatiques qui étaient pas suffisantes, qui étaient pas parfaites, mais genre la SNBC, le Green Deal européen, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, de ces dernières années-là. Tout ça, moi, j'ai grogné dessus en me disant, il faudrait faire plus, il faudrait qu'il y ait plus de justice climatique, il faudrait qu'il y ait plus d'engagement, tout ça. Et en ce moment, on se rend compte que tout ça peut être remis en question. Oui, bien sûr. Oui. C'est effectivement pas figé dans le marbre. Dans les deux sens. Est-ce que pour terminer, tu aurais peut-être des recommandations de lecture ou de documentaires pour les personnes qui veulent creuser? Alors je pense que je mettrais en fait déjà des liens en description déjà vers ton blog et peut-être vers quelques travaux un peu clés dont on a pu parler. Mais voilà, pour quelqu'un qui au-delà de l'écoute de cet entretien se dit j'aimerais bien me faire un bouquin un peu pour creuser un peu cette question ou autre format en fait. Est-ce que tu aurais des choses à conseiller? C'est triste mais non. Franchement, sur tout ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de tentatives de vulgarisation des scénarios SSP qui sont mauvaises. Franchement, je veux le dire cash, en particulier en français. En anglais, il y a Carbon Brief qui a fait le taf, c'est très long et c'est déjà un peu vieux. Mais sinon, c'est tellement complexe et les gens qui travaillent là-dessus ont tellement pas le temps de faire ça que pas grand monde l'a fait. Moi, j'avais acheté un livre qui était intéressant dans l'idée, qui était c'est en anglais, mais c'était on se projetait dans les 5 SSP en 2060 lors d'une COP. Et à chaque fois, c'était les mêmes personnages, mais dans des mondes différents. Des gens du pays du Sud, des gens du pays du Nord, etc. L'idée était très bonne, mais la personne n'avait pas bien compris comment fonctionnait les SSP. Donc l'exercice était un peu gâché à ce niveau-là, ce qui était dommage. Mais sinon, franchement, je conseille de commencer par l'article que j'ai fait sur la décroissance et les postulats économiques dans les scénarios, parce que dedans, j'explique tout le framework des SSP pour qu'on comprenne le débat. Et dans cet article, il y a des milliers de liens. Il y a genre plein d'articles. Bon, c'est peut-être que de la recherche, parce que j'ai essentiellement renvoyé vers des papiers de recherche. Mais même dans le rapport du GIEC, c'est pas explicité parce que c'est pas leur table de faire ça. Ils expliquent pour des gens qui connaissent déjà bien le sujet. Genre le chapitre 3 qui est dédié au scénario, il raconte pas tout ce qu'on a dit ce soir. Le glossaire le dit un peu, etc. Mais non, malheureusement, il n'y a pas grand chose.
Je t'enverrai des choses à mettre en description si j'en ai qui me reviennent, mais Ouais, mais déjà, de toute façon, le lien vers ton article, je pense que c'est déjà amplement suffisant pour ceux qui veulent creuser avec, comme tu le dis, toutes les sources qui sont dedans. Et peut-être dans ce cas-là, alors, est-ce que tu aurais quelques recommandations de médias ou de bonnes sources pour rester informé sur la question du climat de manière assez sereine? ouais. Moi, j'ai trois types principaux de sources, on va dire. J'ai les sources françaises engagées, les Verts, Reporters, Bon Pote, Blast, etc. Les sources françaises moins engagées, mais qui font très bien le travail, Le Monde, Libération, France Info. Il y en a d'autres, hein, le Velops fait aussi très bien le travail. Et ensuite, les sources anglophones. Et par contre, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je recommanderais pendant vraiment tout de suite Carbon Brief. Ceux qui parlent anglais, c'est indispensable. Parce qu'il couvre tout ce qui est important. En gros, Ok. moi, des fois, je me dis, je sais si une étude elle est importante parce qu'il y a un article dans Carbon Brief qui en parle. Ok. Ça marche à tous les coups. Et il couvre l'actu mondialement, et en particulier UK, US, mais aussi ici, par exemple, ils ont fait le tour comment on dit déjà, des programmes de l'élection indienne. Personne d'autre ne fait ça, quoi. Ils ont un niveau de détail qui est vraiment impressionnant dans leur taf. Et après, il y a beaucoup d'autres médias spécialisés très intéressants. Il y a Desmog qui est plus ciblé sur le climato-scepticisme. Il y a Inside Climate News qui fait des enquêtes de fous, mais centrées États-Unis. Il y a des podcasts. J'ai une interview où j'en fais la liste. Ce sera plus Ok. simple. Ouais. Je la transmettrai. Ben merci. Ouais. Et sinon, je peux te dire une dernière chose sur moi, ce que j'attends perso des prochains scénarios, des prochains travaux de modélisation qui vont être faits plutôt au niveau des postulats socio-économiques et tout ça, parce que bon, sur le climat, on sait, il n'y aura pas de révolution, je pense. Euh, Ce que je disais tout à l'heure, c'est que des scénarios de décroissance, on va en faire. Bon, en tout cas, il y en a qui travaillent dessus, donc je me doute qu'ils vont finir par être publiés un jour ou l'autre. Là, l'enjeu, c'est d'avoir un scénario qui soit à l'échelle globale pour qu'on ait un peu une idée de ce que ça fait. Ce qui sera sûrement intéressant, c'est qu'à mon avis, ça va pas décroître au niveau global tout de suite, comme on disait tout à l'heure. Un scénario qui applique les principes de la décroissance, il va faire stagner ou décroître les pays du Nord et laisser croître les pays du Sud jusqu'à les rattraper pour qu'au moins à un certain niveau ça stagne ou ensuite ça décroisse à très long terme. Mais ça induit que dans le court terme, jusqu'à milieu de siècle au moins, je pense, le PIB global continue de croître. Il ne faut pas trop regarder le PIB, il faut plus regarder ce que le scénario dit et la façon dont projette le monde. Et ça rejoint les critiques sur l'équité. Et du Ok. coup, surtout là où les gens qui font des modèles et des scénarios sont attendus au tournant, c'est sur les questions d'équité, sur lesquelles il y a eu vraiment plusieurs papiers assez acerbes et critiques pour des bonnes raisons, parce que eux, ils sont allés creuser les postulats sur la consommation d'énergie dans l'avenir, dans les scénarios d'atténuation. Ils montrent bien que c'est toujours à la faveur des pays riches. Donc ça, je pense qu'on aura des choses qui vont sortir et qui seront intéressantes. On a des gens qui travaillent sur des scénarios post-growth. Il y en a qui parlaient de SSP0, qui serait une sorte de variante du SSP1 en plus, encore plus écolo, ce serait cool. On verra. Par contre, ce qui est inquiétant dans le même temps, c'est que les émissions continuent d'augmenter et vont sûrement encore continuer d'augmenter un certain temps. Donc, moi, je pense que dans le prochain rapport du GIEC, la R7 qui sortira à la fin de la décennie, euh, il y aura sûrement plus de scénario 1.5 sans dépassement. On le sait parce qu'en fait, il y a déjà des propositions d'ensemble de scénarios pour le prochain rapport qui ont été faites. Et ils disent, bah là, concrètement, ça va être impossible à tenir, quoi. Donc on se doute que dans la R7, d'ailleurs, s'il sort, il sort en 2028-2029, je sais plus, on sera quasiment à 1.5 déjà. Parce qu'on s'attend à 1.5 échelle mondiale en estimation centrale, c'est incertain à quelques années près, mais autour de 2030-2032. Donc on n'aura plus trop le choix que des scénarios avec dépassement. Ça va lancer des discussions difficiles. Ben, je te remercie beaucoup, Loïc, et écoute, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir.